pour ce troisième et dernier CEDIX. Merci d'applaudir pour un perdu de vue spécial recrutement. Jean Pralon de la chaire Nouvelle Carrière, Neoma Business School. Faites-moi un geste comme ça, s'il vous plaît, une petite chorégraphie. Un geste comme ça, de la main droite. Et de l'autre main, vous faites un geste comme ça. Une courbe qui monte. Vous ne bougez plus. Vous ne bougez plus comme ça. Très bien. Allumez-moi un peu la salle que je les vois. Très bien. Vous ne bougez plus. Bon. Ça fait 20 ans qu'on essaie d'inventer des tests en ligne, souvent, pour faire du recrutement. Vous ne bougez pas. Hein. Vous ne bougez pas. Ça fait 20 ans qu'on essaie de faire des tests de recrutement en ligne, ça fait 20 ans qu'on essaie de techniciser le recrutement, ça fait 20 ans que mes confrères psychologues passent leur nuit, leur jour à essayer de trouver des modèles théoriques. Et depuis 20 ans, il se passe ce que vous voyez devant vos yeux, là, avec vos bras. Il y a une courbe qui monte, c'est votre bras droit, c'est le chiffre d'affaires des éditeurs de tests. Elle monte terriblement, cette courbe, mais il y a l'une qui est très très plate, c'est votre autre bras, c'est le taux d'échec en fin de période d'essai. Ce qui signifie que plus on investit dans ces outils-là, moins ça change. C'est pas que c'est pire, c'est pas que c'est un peu mieux, c'est juste pareil. Ça fait 20 ans que le taux d'échec en fin de période d'essai, c'est 17,5%. Parole d'APEC, parole de Pôle emploi, c'est exactement pareil depuis 20 ans. Donc ça signifie que les outils qu'on a mis en place aujourd'hui ne sont sûrement pas ceux qu'on aurait dû utiliser et que les moyens qu'on a mis pour atteindre l'objectif ne sont pas ceux qu'on aurait dû mettre en œuvre. Alors, ce que je vous propose, c'est d'ouvrir un peu la boîte noire du recrutement et d'essayer de comprendre les questions qu'on ne se pose pas, ou qu'on ne se pose plus, ou qu'on se pose mal, et d'essayer de voir quelles sont les dimensions cachées ou les dimensions perdues de vue pour essayer de comprendre ce qu'on pourrait faire de mieux en matière de recrutement, si possible prédictif. Et pour faire ça, j'ai amené deux camarades à moi, que vous allez voir apparaître là sans doute. Où sont-ils ? Ah, allez, voilà. À ma gauche, Lucien Carpic, brillant économiste français, dont je vais vous parler. Il a une tête d'économiste, il fait un peu la gueule, c'est un économiste. Et à ma droite, il y en a un qui se moque de vous déjà, regardez-le, il se marre. Il se marre, c'est Carl Weick, c'est un des vrais génies contemporains de la psychologie cognitive américaine, et il se marre parce qu'il va vous dire des choses très désagréables, vous allez voir. Alors Lucien Carpic. Lucien Carpic est un économiste qui s'est dit en fait un truc très simple. Au fond, il y a deux types de marchés. Il y a un marché des matières premières, des objets physiques, des objets dont on peut doser réellement les propriétés objectives. Vous achetez une tonne d'or, vous pouvez la confier à un chimiste, il va vous dire ce que c'est, donc ce que ça vaut. Vous allez pouvoir acheter une tonne d'argent, là aussi un chimiste pourra vous dire ce que ça vaut. Une voiture, c'est un peu pareil, celle de Volkswagen, c'est un peu limité, mais en tout cas, c'est en gros la même chose. Et puis il y a d'autres formes de marché qui ne sont pas liées à des réalités physiques et objectives, mais qui sont liées à des promesses. Et le recrutement, c'est ça. Le recrutement, ce n'est pas objectivable réellement. Le recrutement, c'est une promesse. C'est une promesse qui est qu'on fait un pari sur un candidat et puis on découvrira, avec le temps et l'expérience, si la qualité qu'on avait espéré être celle de ce candidat est véritablement la bonne. Alors dit comme ça veut dire que, au fond, qu'est-ce qu'on peut bien objectiver en matière de recrutement ? Si le recrutement, c'est une promesse, si c'est un jugement, le terme de Carpic, c'est un jugement. Le recrutement n'est pas une objectivité, c'est un jugement. Si le recrutement est un jugement, au fond, il révèle plus nos croyances sur les candidats, nos croyances sur le travail, nos croyances sur l'emploi, sur la performance, que la réalité objective. Et du coup, on commence à comprendre pourquoi on n'a que quelque chose comme 80% de réussite et nos fameux 20% de taux d'échec en fin de période d'essai. On commence à comprendre pourquoi. Mais en fait, 20% d'échecs, c'est pas le hasard. Donc ça marche mal, ça marche pas très bien, mais c'est pas complètement le hasard, c'est pas une chance sur deux. Donc il y a une grosse part de complexité qu'on n'arrive pas à comprendre, mais qui est encore intéressante à regarder et qui peut relever d'une forme d'objectivité. C'est là qu'arrive le deuxième qui est là. Alors Carl Weick, c'est vraiment un génie. Allez lire sur Wikipédia, achetez ses bouquins, c'est vraiment un génie. Carl Weick se passionne pour les catastrophes. Il raconte des histoires assez fascinantes, et je vous en raconte donc une histoire à la Carl Weick qui est vraiment très courte, vous allez voir. Vous avez posé vos bras, ça y est. Vous savez que vous pouvez arrêter. Bon. Recommencez un peu pour voir. Non, bon. C'est l'heure de la digestion. Alors donc, voilà l'histoire de Carl Weick. Ça se passe dans les Alpes suisses en 1942. Et dans les Alpes suisses, il y a un bataillon militaire italien qui est paumé. Donc c'est les Alpes suisses, c'est l'hiver, c'est la neige, il neige, il fait très froid, et ils sont paumés. Et vraiment, ils ne savent pas où ils sont quasiment convaincus qu'ils ne vont jamais réussir à retrouver leur route, et donc ils décident d'envoyer un petit détachement, un petit groupement de soldats pour aller explorer une piste. Et donc ce détachement, dans la neige, dans le froid, dans les Alpes, part explorer une piste. Et le temps passe, et la neige tombe, la neige continue de tomber, la neige redouble de violence, et le détachement ne revient jamais. Et donc on se dit que ces gens-là, évidemment, sont morts de froid. Et puis finalement, ils finissent par revenir.
Alors ils ont eu très froid, ils ont eu très peur, ils se sont effectivement perdus, mais on les retrouve, ils reviennent. Et on leur dit, qu'est-ce qui vous est arrivé, qu'est-ce que vous avez fait? Et ils expliquent, on était partis, on était perdus. Et puis tout d'un coup, on a trouvé dans la poche d'un des nôtres une carte de la région. Et donc on avait une carte, donc avec une carte on est revenu. Très bien. Et on prend cette carte et on se rend compte que cette carte n'est pas une carte des Alpes où il se trouve, mais une carte des Pyrénées. Comment est-il possible? C'est ce que vous voyez qui se marre, vous voyez qui se moque de vous. Comment est-il possible qu'une carte des Pyrénées serve à un bataillon italien à se retrouver dans les Alpes suisses? Pas possible. Et pourtant ils y sont arrivés. Alors qu'est-ce que ça nous apprend, ça? Qu'est-ce qu'il veut dire par là, Weick? Il veut dire deux choses. Il veut dire, en fait, en stratégie d'entreprise, quand on ne sait pas où on va, n'importe quelle carte va. Quand on ne sait pas où on va, n'importe quel business plan fait parfaitement l'affaire. Le monde est imprévisible. L'avenir est turbulent. Weick, il est né en 1932 en Autriche. Donc le monde turbulent, il sait ce que c'est. Donc quand on ne sait pas où on va, quand le monde est imprévisible, quand le futur est imprévisible, n'importe quelle carte va. N'importe quel projet va. Bon, première chose. Deuxième chose, plus précisément, ce qui s'est passé pour que ce bataillon se retrouve, c'est qu'ils ont travaillé ensemble. Donc c'est le consensus. Et on pourrait se dire que la vertu principale du process de recrutement, la seule peut-être, c'est pas l'objectivité, c'est le consensus. Un process de recrutement, ça ne sert pas à trouver le candidat qui objectivement correspond au poste, ça sert à se convaincre collectivement que c'est bien le bon. Le process de recrutement, c'est une fabrique de consensus. Et c'est pour ça que ça marche. Pourquoi 80% des recrutements fonctionnent? C'est parce qu'en fait, au fur et à mesure des étapes et des différents tournois entre candidats, on finit par se mettre d'accord sur le fait que c'est bel et bien le bon. Le process, c'est une fabrique du consensus. Bon, ça ne suffit pas. Il y a ça, mais ça ne suffit pas. Il y a aussi autre chose. Qu'est-ce qui a fait que nos militaires, là, de Weick, ils ont réussi à se retrouver dans un environnement incertain, imprévisible, ininterprétable, qui est, vous l'avez compris, une métaphore de l'entreprise? C'est qu'il n'y a pas de réalité objective. C'est que le monde du travail n'est pas une réalité objective. Par contre, ce qui fonctionne, c'est pas comment sont les gens. Weick se fout éperdument de la personnalité de ses soldats. Il ne s'est jamais dit que le chef du bataillon était un leader, il ne s'est jamais dit qu'il avait des compétences extraordinaires. Il s'est juste dit que ces gens-là ont réussi à transformer l'ambigu, l'imprévisible, l'incertain, la complexité en aventure collective qui réussit. Et pourquoi ils ont fait ça? Ce n'est pas ce qu'ils sont qui est important. Ce qui est important, c'est comment ils ont interprété le monde autour d'eux. Comment ils ont compris ce qui se passait, comment ils ont vu des signaux faibles, comment ils ont vu un bout de chemin, un bout de route, un rocher, quelque chose comme ça, qui finalement a construit une route, les a amenés à tracer une route. Et ça, ce n'est pas une affaire de personnalité, c'est presque pas une affaire d'aptitude. C'est une affaire de capacité à interpréter le monde. Et si on veut réussir des recrutements, ce qu'il faut regarder, c'est comment les candidats interprètent le monde qui les entoure. Certains des candidats ont des croyances, des schémas cognitifs qui leur servent à interpréter le monde de façon fonctionnelle, de façon efficace, qui les amènent à prendre de bonnes décisions, et ça marche. Et puis il y en a d'autres qui ont le très beau diplôme, qui ont des schémas cognitifs et des croyances qui les font interpréter le monde de façon dysfonctionnelle. Pas forcément faux, pas forcément vrai, juste dysfonctionnel. Ils n'ont pas forcément tort, c'est juste que ça ne marche pas. Donc l'intérêt, c'est ça. L'avenir du recrutement prédictif, c'est ça. Ce n'est pas la personnalité, c'est peut-être pas vraiment les aptitudes, c'est les schémas cognitifs. C'est comprendre par quel processus cognitif, par quelle croyance nos candidats interprètent le monde qui les entoure. Et ces schémas cognitifs, ils ont deux caractéristiques extrêmement intéressantes. La première, c'est que ça se mesure bien. On sait mesurer ça, on a des tests pour ça. Et deuxièmement, on sait les travailler avec les collaborateurs. Ça se développe. Les coachs le savent le faire, il y a des méthodes pour ça, c'est de la matière malléable. On sait les mesurer, on sait qu'ils prédisent la réussite, ça fait 10 ans que je travaille dessus, ça fait 10 ans qu'on a des résultats là-dessus qui sont extrêmement puissants, et on sait qu'on a des méthodes et des techniques qui servent à les développer. Donc l'avenir du recrutement, c'est ça, c'est l'approche cognitive, l'approche par les schémas cognitifs, et la capacité de ces dimensions-là à prédire effectivement de la performance et de la réussite. Retenez ça, et puis retenez aussi les deux, là, comme ça, c'est toujours assez amusant. Merci. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci à Jean Pralon pour ce dernier CEDX et pour ses retrouvailles avec ce qui fait l'essence du recrutement.